Salut Anne, ça va? Salut Vincent. Je te dérange là? Non, ça va? Bah non, ça va pas génial, je veux te demander conseil en fait, parce que t'as des gosses. Moi, ma fille Rosalie me demande, et tiens-toi bien, hein, une augmentation de son argent de poche. Bah tu lui donnes combien? Bah, je donne 5 euros. Eh ben elle en veut 10. Tu le crois ça? Toi t'as une fille, Ouais, Bérénice. ouais. Tu lui donnes combien toi? Bah 2 euros. 2 euros? Ouais, je place la plupart de ses sous quoi. Et elle te demande pas d'augmentation? 2 euros? Bah non Vincent, 2 euros. c'est Génial pas ta mal. fille. Bah Elle a ouais. quel âge? Bah 4 ans. Et la tienne? 27. Quel radin. Bonjour à tous et bienvenue ensemble. C'est vrai que j'ai l'air d'un gros radin dans cette histoire, mais vous l'avez compris, ma fille de 27 ans n'a plus besoin d'argent de poche. Elle est autonome depuis longtemps, hein, ma Rosa. Voilà, que j'embrasse bien sûr ce matin, comme tous les enfants qui nous regardent. Il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que généralement ils sont, les enfants, ils sont à l'école. Hein, Normalement, oui, à cette heure. vendredi. Normalement, le vendredi à cette heure-là. Bonjour Julie, ça Bonjour va? Vincent, très Les vôtres, bien. ils sont à l'école. Eh oui, ils sont à l'école. Vous leur donnez de l'argent de poche? Oui. Ouais. Oui. On va voir combien, parce que vous faites la maline là, mais on va voir combien on dans verra, quelques on verra. minutes. On va en discuter ensemble. Plus que vous, en tout cas. Oui, non, mais bon. Salut Raphaël qui est dans le 14e à Paris. Il va faire du vélo dans un instant, vous allez voir. On adore quand il se déplace à vélo, surtout les matins où c'est un petit peu givré la route. Allez, à tout de suite. Allez, mes amis, vous l'avez compris, on va discuter d'argent de poche ce matin parce que tout le monde se pose la question, hein, quand on a des enfants, de savoir exactement comment se comporter avec l'argent. Eh bien, pour en parler ce matin, j'ai Michel Galbotkovitch qui est avec nous, qui est psychopathologiste. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous aider un petit peu à y voir plus clair parce que l'argent est devenu tellement important dans notre société et la façon dont on transmet cette connaissance à nos enfants, elle passe d'abord par l'argent de poche, hein, évidemment, dans la façon de les rétribuer en quelque sorte ou de les préparer. Alors, est-ce que je peux me permettre de ne pas être d'accord avec vous? Oui, super. Mais on a toute une émission pour ça. Hein. Je vous remercie quand même de m'avoir invité. C'est très bien, c'est très bien. J'aime bien, il y a de la diversité. Ça démarre bien pour un vendredi matin, chouette. À côté de vous, Célia, c'est Mama qui va nous... j'espère que vous serez d'accord si je dis que vous êtes sortis toute la semaine pour nous faire sortir le week-end. Tout à fait, Vincent. Et vous Toujours. avez fait ça avec votre argent de poche que vous donne votre maman? Alors, plus ma maman, malheureusement. Je l'aurais encore bien sollicité. Vous aimeriez bien. Hein, ouais. Bon, vous en discutez avec Michel, parce que comme ça, on se retrouve dans un instant. Et puis, au moment des gourmandises, j'ai fait venir Clotilde Roux, qui est avec nous, qui est journaliste culinaire. Bonjour Clotilde. Alors là, vous allez nous parler d'un nouveau phénomène de la boulangerie-pâtissière, hein, ou la pâtisserie-boulangère. Exactement. C'est La babka. la babka, qui vient d'Europe centrale, grosso modo, Exactement. et qui gagne toutes les boulangeries, en tout cas à Paris, avant oui. de gagner l'Île-de-France et la France par la suite, j'imagine. Hein. Exactement. Et On va se déguster retient de déguster. On va déguster? Oui, bah oui, bien sûr. Surtout qu'elle a fait une sélection des babkas les plus alléchantes, notre Clotilde. Merci d'être avec nous ce matin. Allez, immédiatement, on repart à bicyclette. Retrouvez notre Raphaël dans le 14e arrondissement. Raphaël, l'homme au chapeau. Oui, je suis du côté, mon cher Vincent, de la Cité universitaire internationale. J'espère que vous allez bien d'ailleurs. Il fait froid ce matin, c'est givré, on est censé faire du vélo. Je sais pas comment on va faire, justement, parce que vélo-école. Vous savez, justement, avec tous les soucis de transport qu'on a eu ces dernières semaines, il y a un boom, celui des transports à mobilité douce, évidemment. Donc le vélo, gros boom du vélo, du Vélib, etc. Et puis, on ne sait pas toujours en faire, ou alors on a oublié depuis longtemps. Et bien justement, ce vélo-école qui s'appelle cette vélo-école, je ne sais pas comment il faut dire d'ailleurs, DAVS, c'est une association qui vous permet de vous remettre à niveau, justement, quand on remonte en selle. Et là, j'ai un moniteur. Ça devait être Frédéric qui devait me parler, mais il est de l'autre côté. Du coup, c'est Louis, qui est quand même moniteur. Comment ça va, Louis? Ça va très bien. Bon, merci en tout cas de nous recevoir. Explique-nous ce qu'on fait à DAVS. À DAVS, on vient apprendre à faire du vélo quand on est adulte. Voilà, donc c'est une vélo-école qui accueille 300 adultes par an. J'ai ma réponse, on dit une vélo-école, d'accord. Une vélo-école, voilà. Et du coup, pour tous les adultes qui n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre à faire du vélo dans l'enfance, on rouvre un moment dans leur vie d'adulte pour pouvoir réapprendre à faire du vélo. Enfin, apprendre à faire du vélo, du coup. Donc c'est ce qu'on fait ce matin. Donc plusieurs élèves sont là pour se perfectionner ou réapprendre à faire du vélo. C'est ça exactement. Donc là-bas, on a 2 personnes qui sont jamais montées sur un vélo, donc qui apprennent complètement les bases, donc l'équilibre
équilibre. Et puis ici, on a une personne qui est déjà à sa 4e séance et qui commence du coup à mieux savoir maîtriser son vélo. Bon, on a mis un petit parcours, des petits plots. Je pense que je vais m'y essayer également. Les amis, j'enfourche un vélo, je me mets avec Louis et Frédéric et je vous retrouve dans une dizaine de minutes. Ouais. S'il est toujours debout, s'il est toujours en selle, notre Raphaël, elle est à tout de suite. Mes amis, vous l'avez compris ce matin, un sujet polémique. Faut-il donner de l'argent de poche à nos enfants? On en discute. Il est vrai que le rapport à l'argent, et même chez les adultes, Michel Volkovitch, n'est pas simple, parce que c'est culturel d'abord, c'est une façon de se comporter. Et au moment où on doit donner le sens de l'argent à nos enfants, on est un petit peu perdu souvent. Tout à fait. Alors, je dois dire que je suis content d'avoir été invité. Nous aussi. Parce que c'est une question qu'avec mon épouse, on s'est posée pendant 20 ans. Est-ce qu'on donne de l'argent de poche à nos enfants qui ne nous l'ont jamais demandé parce qu'ils ont compris que ça pouvait être mieux autrement pour eux. et en fait, on ne leur a jamais donné. Donc, je vais continuer à me poser la question avec vous, maintenant que c'est trop tard pour moi, en tout cas. Quand vous dites que vous ne leur avez jamais donné, ça veut dire que vous leur avez fait gagner d'une certaine façon ou vous les avez rétribués pour certaines tâches? Non, non plus. Bon. Surtout pas. Bon, non. OK, on va discuter de ça, mais Julie va nous aider à voir le problème sous tous les angles. Et oui, parce que si les 3/4 des parents sont favorables à l'idée de nous donner de l'argent de poche à leurs enfants, eh ben, dans les faits, ils ne sont que la moitié à le faire régulièrement. Alors 10, 20, 30 ou même 50 €. Faut-il donner de l'argent de poche à ses enfants? Si oui, combien, à partir de quel âge et à quel rythme? Début de réponse en images. Qui a 7 ans me réclame de l'argent de poche. Donne-lui, ça lui apprendra à compter. En France, l'argent de poche à la cote. 3 jeunes sur 4 à partir de 6 ans en reçoivent. Et les parents français sont les plus généreux en Europe, juste après les Italiens. 2 € par semaine avant 5 ans, 5 € entre 5 et 10 ans, 10 € entre 10 et 15 ans et 20 € après 15 ans. Pour beaucoup d'entre nous, l'argent de poche est pour l'enfant un excellent moyen de se responsabiliser, d'apprendre à gérer un budget et de devenir plus autonome. On peut commencer dès qu'il sait bien compter, vers 6 ou 7 ans. Mais attention à ce que ce petit pécule ne soit pas soumis à des obligations de résultats scolaires, de tâches ménagères ou autres affreuses conditions. Parents, n'abusez pas du chantage à l'argent de poche. Et laissez l'enfant l'utiliser en toute liberté. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Tant pis s'il s'achète un jouet nul, il fera plus attention la prochaine fois. À partir de 12 ans, on peut les initier à l'argent dématérialisé avec des cartes bancaires rechargeables. Ils peuvent faire des retraits plafonnés et payer avec. Les banques proposent aussi des comptes pour les 12-17 ans avec, on se détend, un contrôle parental. Les bons comptes forment les bons petits. Bien, on va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair, Michel Volkovitch, parce qu'au fond, il y va de notre rapport à l'argent. D'abord, qu'est-ce que c'est le rapport à l'argent, aujourd'hui notamment? Ouais. Écoutez, c'est très important. Cette question est importante parce que quand je disais je ne suis pas forcément d'accord avec vous, je voulais au fond relativiser la question de l'argent de poche et la recontextualiser, quoi. D'abord, moi, je me méfie beaucoup des méthodes pédagogiques. Si on prend l'argent de poche, donner l'argent comme une méthode pédagogique absolument rigide, c'est comme ça qu'il faut faire, effectivement, là, je suis un petit peu perplexe. Je crois que les choses se jouent bien avant. Alors, c'est vrai que l'argent de poche peut permettre de participer à rendre les enfants plus raisonnables, de voir leurs limites, de gérer, d'être plus indépendants, de faire des choix aussi, effectivement. S'ils ont un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils achètent, de voir ce qui est essentiel, d'attendre. Enfin, tout ça, évidemment, est tout à fait important. Mais ces choses-là commencent à se jouer bien avant, dans les relations primaires avec les parents. Dans ce qu'ils voient de nous, aussi, dans le comportement. Absolument. Alors, dans les échanges, effectivement, quand on est petit, notamment, on voit déjà ces caractères dans la façon, je ne veux pas faire de la psychologie primaire, mais dans la façon de déféquer, par exemple. Est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on fait chier? Est-ce qu'on fait un cadeau? Est-ce qu'on offre ça à ses parents? Oui, quelque part, à sa mère. C'est-à-dire que la question de l'échange, du don, de la dette, de faire plaisir, de jouir, d'embêter l'autre, etc., ou d'exercer une emprise, se joue déjà dans les relations. Elles vont se rejouer, évidemment, dans la relation à l'argent. Et puis, comme vous dites... Parce que l'argent, c'est un pouvoir, au fond. Dans les choses, dans la considération saine, c'est avant tout un échange. D'accord. C'est un symbole d'échange, c'est un symbole de quelque chose qu'on gagne, qu'on va donner. C'est quelque chose qui permet de vivre, quoi, qui est symbolisé.
Mais dans C'est-à-dire une on n'est pas dans le brut de la chose, mais on symbolise quelque chose de l'échange. Voilà. C'est de l'échange, mais aujourd'hui, on est aussi dans une société de consommation où, notamment chez les jeunes, c'est important d'avoir des objets pour aussi faire partie de cette génération. Absolument. Donc, est-ce qu'il vaut mieux, en tant que parent, leur acheter ou justement leur apprendre, leur donner une somme et leur permettre d'économiser pour s'offrir ce cadeau? Oui, mais je voudrais quand même revenir à ce que disait Vincent, qui me paraît très important, c'est-à-dire, au fond, il y a la question de l'identification. Il y a d'abord une histoire d'argent dans les familles. Oui, bien on sûr. n'a pas tous Qu'est-ce le que même ça rapport. alors. représentait? Il y a une culture familiale de l'argent. Enfin, je veux dire, Et puis, il y a deux filiations au moins dans une, dans une famille qui n'est pas forcément la même. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, si on voit dans les couples que beaucoup de choses se jouent autour de l'argent. Beaucoup de disputes. Bien sûr, on le voit dans les moments de divorce, malheureusement, où les choses se jouent là. Mais elles se jouent là pas seulement parce qu'il y a des problèmes d'argent et que chacun doit effectivement tirer... Non, c'est parce que c'est deux cultures qui s'affrontent Mais à un moment effectivement, donné. c'est souvent des choses qui se sont jamais réglées au début du mariage. Et beaucoup de choses se symptomatisent autour de l'argent, qui donne pas, est-ce qu'on partage, etc. Même si on donne de l'argent de poche, on le donne avec des messages conscients ou inconscients. Par exemple, je te donne de l'argent de poche, alors évidemment, le montant de l'argent de poche va rentrer en ligne de compte. Est-ce que je te le donne en te faisant plaisir, en Ou te pour me faire aimer. Ou pour me faire aimer de toi. Pour te faire aimer, pour me faire aimer, effectivement. Ou est-ce que j'assois mon pouvoir, mon emprise, regarde, c'est moi qui le gagne, etc. Et je vais contrôler ce que tu achètes avec et tu me le dois. Donc il y a tous ces messages inconscients qui comptent et qui sont beaucoup plus importants dans la façon dont l'enfant va... Juste la consommation, quoi. Voilà, juste le que la pouvoir consommation. Voilà. Mais il y a aussi un âge où c'est important pour l'indépendance des enfants. Je pense notamment quand ils rentrent au lycée. C'est important pour eux aussi d'avoir un peu d'argent. Alors, d'abord, il faut peut-être attendre qu'ils demandent. Il y a des enfants qui demandent effectivement, est-ce que je peux avoir, je voudrais m'acheter ça, etc. Bon. Et là, effectivement, pourquoi pas leur donner une somme. Moi, je dirais peut-être vers 8-9 ans, c'est-à-dire avant le collège ou au moment qu'on commence le collège. Oh, mais excusez-moi, mais est-ce qu'entre filigranes, il n'y a pas cette idée que s'ils ne demandent pas, c'est qu'on a devancé leur désir, comme on le fait trop souvent aujourd'hui. Absolument, absolument. Soit on devance leur désir, effectivement, et on projette un petit peu notre propre truc. Eh oui, c'est ça. Ce qu'on n'a pas eu, on règle les enfants laids. Avec nos parents. Oui, mais ce qui n'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. C'est pour ça, je pense que c'est bien d'attendre le moment où ça nous paraît, où ils ont l'air un peu mûrs pour ça, où ils ont l'air... où ils sont en guenilles, ils n'ont rien mangé depuis 8 jours. Bon, maintenant, tu vas peut-être me demander un peu de sous. Voilà. Et on est d'accord qu'il faut les laisser, après, gérer et faire ce qu'ils veulent de leur argent. Moi, je crois. Alors, il y a des gens qui disent on va contrôler ce qu'ils achètent. Moi, je ne suis pas pour. Je crois qu'il faut être clair d'abord. À quoi ça sert? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Quel est le cadre de ça? Parce que si on leur donne de l'argent de poche sans éclaircir un petit peu le sujet, sans délimiter le cadre, et qu'ensuite on va payer autre chose, et sans l'avoir défini non plus, qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on prend en charge, qu'est-ce qu'eux prennent en charge, etc. Tout va être brouillé, quoi. Tout va être brouillé. D'accord. Donc, effectivement, il faut définir le cadre. Est-ce que c'est pour les bonbons? Est-ce que c'est pour des livres? Est-ce que c'est pour des fournitures? Je pense que quand ils sont petits, c'est pour des choses qui font plaisir et qui gèrent ça, effectivement. Après, effectivement, ça peut se discuter. Est-ce que c'est pour des trucs utiles aussi? Est-ce qu'ils gèrent leur téléphone, par exemple, leur forfait? Ils sont plus grands. Oui, ça va avec, d'ailleurs. Ça va avec. Bon, Michel Bolkovitch, on a compris que c'est un problème très large et profond, qu'on ne peut pas traiter en quelques minutes ici, mais on vous donne des pistes. On a compris en tout cas qu'il faut peut-être attendre que l'enfant le demande, c'est-à-dire qu'il y ait une demande et non pas précéder son désir ou son envie ou ses besoins. Ou alors, on a des cas d'enfants qui sont spécialement capricieux. Et c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas de limites ou qui vous attaquent toujours dans vos limites. Là, effectivement, ça peut être intéressant de se dire, écoute, pour éviter ce genre, au maximum, ce genre de conflit permanent, et d'emprise qu'ils exercent sur nous par leur demande permanente, on peut dire, écoute, maintenant, voilà, on va établir ce cadre. Il y a un budget. Il y a un budget, tu vas le gérer et tu te débrouilles. Et voilà, ça, tu le payes. Nous, on s'occupe d'autres choses, effectivement, après. Pour ces enfants, ça peut être intéressant. Merci Michel Bolkovitch. Vous restez avec nous bien entendu parce que je vous ai vu zioter les babkas, mais alors d'une force. Depuis... C'est irrésistible. On sait en tout cas que l'argent de poche, ça fait partie de l'éducation. Voilà, donc c'est un problème qu'on se pose et on règle déjà ces problèmes d'argent avec son conjoint, sa conjointe. Alors on est aussi dans une culture. En France, on relance pas. Je vous relance pas parce que là il y a Raphaël qui est à vélo. On est très ambivalent par rapport à l'argent. Je crois aussi qu'il y a quelque chose comme ça. Merci. Raphaël, sans argent de poche ce matin, il a réussi à trouver un vélo de location. J'ai l'impression.
Oui, alors moi je dois bien le dire, Vincent, je suis très gêné parce que je suis venu en voiture ce matin à la cité universitaire de Paris, là, dans le sud, dans le 13e arrondissement, avec l'association AVDS pour apprendre à faire du vélo. Leur dites pas, s'il vous plaît. J'ai retrouvé Frédéric qui est lui aussi moniteur. Ça va, Frédéric? Oui, bonjour, ça va bien, oui. Bon, alors on va apprendre à faire du vélo. Moi, ça fait des années que j'en ai pas fait. Ok. Alors comment on fait? On regarde le matériel déjà? On va regarder un peu le matériel, oui. Alors, bon, avant de commencer, déjà, on va faire un petit rappel, s'il y a longtemps que tu n'en as pas fait. Sur le vélo, là, tu as 2 freins. Tu vas voir, tu en as un à droite, un à gauche. Pour le début, tu vas t'occuper que du frein droite, c'est la roue arrière. Si tu freines que du frein avant, tu risques de tomber. Ok? Donc, on va retravailler un peu l'équilibre. Tu veux essayer? Ah bah oui, carrément. Alors, tiens, regarde, je te donne le vélo. Est-ce qu'il est à la hauteur déjà? Non. Comment on sait si c'est à la bonne hauteur? Pour le moment, c'est pas la bonne hauteur. On va te le mettre un peu plus bas, vu qu'on va partir du postulat que tu es débutant. D'accord? Ok. Tu as longtemps que tu n'en as pas fait. On va juste travailler l'équilibre sur les 5 premières minutes. On fait ça. On fait ça? On fait un échange? Ok. Je te laisse le micro, tu deviens le journaliste. Allez. Super. Alors, je tiens à dire, j'ai pas de casque, mais c'est parce qu'on n'en a pas trouvé un à ma taille et puis que... Non, il n'y a pas d'excuse. Toujours un casque à vélo, c'est exceptionnel ce qu'on fait. Surtout quand on apprend. Alors, déjà, on va tester le frein. Vas-y, appuie sur le frein, essaye de faire avancer le vélo. En appuyant dessus, tu as vu? Alors, le frein, il a 2 fonctions. Arrêter le vélo et ralentir. Ok? Donc là, tu mets les 2 mains sur le guidon, tu vas juste marcher, tu lèves bien les yeux, garde les 2 mains sur le guidon, s'il te plaît. Tu marche un peu plus vite, et ton vélo va prendre un peu de vitesse, et on va essayer de lever les 2 pieds et de rester un peu en équilibre. Alors, c'est pas mal, c'est encore mieux si tu regardes devant toi. Regarde devant toi. Très bien, tu freines. Voilà, quand tu descends du vélo, garde la main sur le frein. Ah, c'est extra. Tu descends du vélo. Et là, tu vas te demander de remonter sur les côtés pour pas gêner les copines là, qui s'entraînent. Tu vas m'en refaire encore 2 ou 3 et on passe à l'exercice suivant. je la refais pour vous, hein. Hop. Allez. Lève bien les yeux, mets les 2 mains sur le guidon. Pousse, pousse, pousse. Écrase pas ta collègue. C'est pas mal, c'est pas mal. Idéalement, on essaye d'aller tout droit pour commencer. Ok? Encore une descente et je te change d'exercice. Est-ce que c'est un exercice qui est ouvert à tout le monde? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Bon, nous, on reçoit des gens de tous les âges. De quel âge à quel âge? Bah, bêtement, je vais te dire de 7 à 77 ans, quoi. Lève les yeux, s'il te plaît. Ok, très bien. On va changer d'exercice. Ah bah, tu sais, moi, je vais devoir rendre l'antenne. Frédéric. On fait un échange? Il m'a dit, on va changer d'exercice, mais non, mais moi, je vais rendre l'antenne. Est-ce que je peux passer de l'autre côté? Est-ce que mon niveau est correct? Ton niveau, pour un débutant, oui, l'équilibre, c'est... T'as rien perdu, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je travaille maintenant, alors? Bah, maintenant, on va commencer à travailler le pédalage. Voilà. Pédalage, virage. Les yeux, là. Les yeux. Et les yeux. Ah bah. Regarde devant toi, hein. J'ai du mal à regarder dans les yeux. Les amis, je vous retrouve dans 10 minutes avec un autre exercice. Et vous avez vu, je me suis pas cassé la bobine. C'est pas mal, non? Oui, c'est pas mal. Bon, en tout cas, moi, je retiens une leçon de ça. Si vous voulez faire voir briller les yeux d'un enfant, vous lui offrez un vélo plutôt que de donner de l'argent de poche, vous voyez. Il était tout content, son Rafale, ça, sur la scène. Allez, à tout à l'heure. Mes amis, on va immédiatement... si on sortait, en fait, hein, si on sortait à vélo ou pas, ça dépend du goût. Comme tous les vendredis, sortie avec Célia. Sortie avec Célia, à mon avis, ça doit faire rêver les jeunes hommes d'Île-de-France. Hein. Sortie avec Célia le week-end. Je ne sais pas si vous avez la troupe derrière qui suit. Où est-ce que vous nous emmenez cette fois-ci, Célia? Eh bien, cette fois, je vous propose de partir au soleil, Vincent, pieds dans l'eau, cheveux au vent. Et alors, promis pour ça, pas besoin de partir au Brésil, mais plutôt de prendre une place pour le hasard ludique à Paris, direction le concert de Vanille. Alors pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit de la fille de Julien Clerc et de Virginie Couperier-Eiffel, qui est elle-même l'arrière-petite-fille de Gustave Eiffel. Mais bien évidemment, avant d'être la fille d'eux, Vanille, c'est une excellente chanteuse qui revient sur la scène parisienne avec des morceaux inspirés de son histoire un peu personnelle et puis bien évidemment de ses voyages entre l'Inde et le Brésil. On regarde. Si tu ouvres les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais, oui, Paris, c'est froid, c'est chagrin. L'hiver, par ici, on en voit
ruisseau. Comme tes yeux dans le ciel te feraient le monde. Et voilà. C'est chouette, hein, c'est héréditaire chez les Clairs. Hein, Ah, la évidemment, chanson. on voit ça. Donc voilà, une mélodie qui sent bon le sable chaud et la crème solaire portée par une voix suave. Un morceau bien évidemment qu'on retrouvera donc dans le vinyle et bien évidemment l'album Amazona qui se compose bien de 13 morceaux qui sont bien évidemment des ballades folk métissées et puis également un peu inspirées de la musique de Seu Jorge, le fameux musicien brésilien. Et d'ailleurs, l'album a été enregistré au Brésil aux côtés de David Corcos qui est lui-même un proche du musicien brésilien, donc comme quoi le hasard n'existe pas. Donc pour celles et ceux bien qui souhaitent troquer la grisaille parisienne pour le soleil, eh bien allez-y, c'est le 28 janvier au Hasard Ludique et les places sont à 17 €. Et vous nous avez donné envie. Voilà. voilà. Alors, si on quittait la plage, parce que moi je ne suis pas trop transat, et qu'on plongeait dans la jungle cette fois. Exactement. Et bien direction le Théâtre des Variétés à l'occasion du spectacle Le Livre de la Jungle, ce fameux spectacle musical. Ils reviennent pour une 3e édition et ça donne ça. Ce petit homme restera avec nous. Nous l'appellerons Mowgli. Shere-Khan est de retour. Toi, Bagheera, prends bien soin de lui. Les hommes connaissent beaucoup de choses qui pourront être utiles. Ah oui? Et quoi, par exemple? La fleur rouge. C'est comme ça que les hommes appellent le feu. Mowgli, je te présente Baloo. Si tu pouvais lui apprendre 2-3 choses. Apprends-moi à devenir un homme. Apprends-moi à ne compter que sur ma pomme. Apprends-moi. Le plus suave. Le plus suave, c'est ce qui est le plus hard. Le plus suave. Ah oui, c'est Bibi. Et voilà, ça donne envie, ça aussi. Alors, un spectacle mis en scène par Nègre-Gic et qui raconte, pour ceux qui ont un peu oublié l'histoire, l'histoire de ce jeune garçon, Mowgli, élevé dans la jungle aux côtés d'une famille de loups et dont les fidèles amis ne sont autres que le gentil Balou et la divine Attendez, panthère. vous êtes en train de nous raconter le livre de la jungle? Bah Tout le monde ne connaît pas l'histoire de Il y en a Mowgli? qui ont oublié, il faut rappeler, on ne sait jamais, c'est important. Mais en tout cas, cette histoire, elle est vraiment merveilleuse. Elle a été bien évidemment, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de différence avec le scénario de Disney et bien évidemment du roman de Kipling. C'est vraiment l'enfant sauvage, quoi. Hein, Exactement. En fait, hein, c'est un remake. C'est un remake. Alors quand même, il y a des petites différences. Hein. Par exemple, on verra que Balou ici, malheureusement, ne chantera pas. Ouais. C'est vraiment, j'ai été très déçue sur ce point-là. Il ne chantera pas. Ouais. C'est pas possible. Non, il en faut parce peu que moi, pour quand être je me gratte le dos sur les coins de mur parce que j'ai les bras, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être... Il chante pas? Il chante pas. Et le roi Louis, lui aussi, ne se lancera pas malheureusement dans un succès Je voudrais être un homme. Non, mais on adore, Bien évidemment, les chansons sauront vous envoûter et le décor, bien évidemment, vous émerveiller. Alors, c'est où, c'est quand, ça coûte combien pour ceux qui sont Alors, intéressés? c'est au Théâtre des Variétés. Et bien évidemment, pour ceux qui souhaitent plonger dans cette ambiance-là, sachez que ça dure 1h20. Les places varient entre 14 et 50 € et c'est jusqu'au 8 mars. Mais merci du voyage. Merci du voyage ce week-end. Une dernière sortie peut-être. Hein. Tout à fait. Et puisqu'il en faut peu pour être heureux, faites-nous rêver encore. Tout à fait. Vincent, il faut aller cette fois-ci du côté du Musée de l'Homme pour une exposition très inspirante et qui justement s'appelle Être beau. Alors sur place, aucune photo de Claudia Schiffer. Ils m'ont pas contacté. Non. C'est marrant. Ni même de non, mais ils auraient pu au moment où ils préparaient quand même. J'ai un truc à dire là. Mais en fait, sur place, on va plutôt retrouver 23 portraits d'hommes, de femmes, de personnes de tout milieu, de toute profession, mais qui ont pour seul point commun de ne pas être vraiment dans la norme sous prétexte qu'ils sont handicapés. Alors l'exposition, bien évidemment, ici s'interroge, nous interroge. Et si c'était ça, finalement, la beauté, notre différence, notre unicité et finalement cette force qui se dégage de la part de certains qui ont réussi à sublimer un peu leurs failles pour en faire un véritable atout. C'est en tout cas le parti pris de ce projet qui a été mené par les très talentueuses Frédéric Deguette et Astrid Di Crolla-Lanza. Un parti pris qui finit bien évidemment par convaincre tant on perçoit cette beauté sur ces photos. Et puis bien évidemment, on se laisse séduire par les différentes citations qui ponctuent la visite. Comme par exemple, ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Ou bien encore, la différence est parfois une douleur, mais elle amène à être incomparable. Donc voilà, pour ça, je vous renvoie. Vous parlez compliqué, hein, Célia. Là, moi, j'ai du mal à suivre. Michel a tout suivi, lui, mais moi, j'ai largué. Est-ce que vous voulez que je répète peut-être? Non, c'est bon. C'est bon. Je vais réfléchir pendant le week-end. Allez philosopher. En tout cas, je vous renvoie sinon vers ce super ouvrage qui s'appelle Être beau. Sinon, bien évidemment, direction jusqu'au 29 juin au Musée de l'Homme. Les places sont à 12 €. Merci Célia. Et si vous avez le temps ce week-end, après les sorties, on va bricoler.
Je ne sais pas pour vous. Exactement. Je suis sûr que Clotilde Roux, vous allez bricoler ce week-end. Ou cuisiner. Eh ben, écoutez, Je prends l'option cuisine. ouais, mais là, je vais vous donner envie parce qu'on va aller du côté de la Maison des Experts. Le vendredi, c'est bricolage chez nous. Et Jean-Pierre, notre expert bricolage, il va nous apprendre à poser du carrelage. Bonjour, moi c'est Corinne. Bonjour, moi c'est Kinsley. Bonjour, moi c'est Lucille. Aujourd'hui, on vient dans la Maison des Experts faire du bricolage avec JP et poser du carrelage. Bonjour Corinne, Lucille, Kingsley. Bonjour JP. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à poser facilement du carrelage. Super. Okay. Allons-y. Oui, c'est parti. Pour bien poser du carrelage, nous allons d'abord tracer une droite pour que tous nos carreaux soient bien alignés. D'accord ? Là, on va travailler sur une planche de BA13 pour l'exemple. Ça va nous servir de repère pour aligner nos carreaux. Cette plaque, elle est lisse, donc on va la rayer pour que la colle adhère bien. Et voilà, notre surface est préparée. Nous allons pouvoir passer à la deuxième étape. Pour préparer la colle, on va d'abord verser l'eau dans le seau et ensuite on saupoudrera la poudre. Ensuite, il faut bien malaxer la colle. On va étaler la colle maintenant sur le support directement. Notre surface est prête à poser. On va prendre un premier carreau. Voilà. Et après, tu le laisses tomber, tout simplement. Tu vas l'ajuster un peu comme ça avec tes doigts. Tu prends le maillet et tu tapotes en partant du centre jusqu'au bord. Maintenant, nous allons poser notre deuxième carreau. Et pour s'assurer d'avoir un joint de la même épaisseur partout, on va utiliser des petits croisillons. Donc, tu te mets au bord du croisillon. Pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va reproduire cette opération pour mettre du carrelage sur tout notre sol. Nous allons maintenant attendre 24 heures que la colle prenne bien, que les carreaux ne bougent plus. La dernière étape de la pose de notre carrelage consiste à poser le joint. On va venir déposer la colle dans les interstices comme ça, d'accord ? Et ensuite, on va venir avec cette petite raclette en caoutchouc faire des mouvements en diagonale et dans tous les sens pour pouvoir faire rentrer la colle bien au fond. Le joint est déposé. On va attendre une dizaine de minutes maintenant qu'il commence à sécher. On va commencer à nettoyer l'intérieur de nos carreaux sans toucher au joint. On prend des éponges avec très peu d'eau. On a nettoyé grossièrement nos carreaux pour enlever le surplus. On va maintenant faire des mouvements circulaires sur le joint pour le terminer, qu'il soit parfait. Voilà, nos joints sont lissés. Vous voyez que c'est simple. Bien sûr. Super. Ok, Super. je vais pouvoir faire du carrelage chez moi maintenant. Parfait. Merci JP. Merci JP. On résume. Pour poser du carrelage, tracez une droite qui servira de repère pour aligner vos carreaux, puis quadriller votre support avec un racloir. Préparez, puis étalez la colle sur le support. Posez les carreaux en les espaçant avec des croisillons. Déposez la colle à joint dans les interstices. Laissez sécher, puis enlevez le surplus. Et voilà, vous avez toutes les astuces pour poser du carrelage dans les règles de l'art. Alors là, les amis, 1, 2, 3, trop fort Jean-Pierre. Ah oui, il est fort. Il est fort, le bougre, il est fort. Mais on l'aime bien le vendredi. Ça donne envie pour le week-end. Allez, on va immédiatement retrouver notre Rafale. Où en est-il de l'exercice qu'il propose ce matin à bicyclette? Eh ben les copains, on a jugé Rafale, reporter, apte à monter sur son vélo et à pédaler. Donc ça, je peux le faire. Il suffit que je regarde un petit peu devant moi. J'ai mon moniteur, mon vélo moniteur qui est toujours avec moi. Question d'ailleurs, je vous dis la vérité, hein, il y a 3 personnes qui sont avec nous, qui font du vélo, qui apprennent ou réapprennent à faire du vélo, qui n'ont pas envie d'être filmés. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, parce que même quand on vous appelle, il y a une petite gêne, non ou pas ? Ouais, les gens sont souvent assez complexés de ne pas savoir faire du vélo adulte parce qu'on considère que c'est un savoir-faire naturel, alors que voilà, c'est pas le cas. Mais du coup, comme il y a cette espèce de mythe qu'entoure ce mode de déplacement, du coup, quand les gens savent pas faire du vélo, ils ont cette petite gêne, du coup, à être vus, à être filmés. C'est pour ça qu'aussi on est dans cet endroit-là, parce que c'est un endroit qui est à l'abri des regards. Et voilà.
Bon, en tout cas, c'est très respectable et moi, je trouve très courageux et courageuse de remonter sur ce vélo parce que c'est pas facile. Maintenant, on va apprendre à faire quoi? Là, on va apprendre à attaquer les montées. Donc, on va prendre un petit circuit où on va avoir une montée, un peu de plat et de la descente. Pour la montée, il va falloir que tu apprennes à te servir de ton dérailleur. Donc, le dérailleur, c'est la poignée que tu as ici à droite. Quand tu vas arriver dans ta montée, il va falloir que tu ramènes toutes les vitesses vers toi. Voilà, quand tu vas ramener les vitesses vers toi, tu vas passer la vitesse 1 sans caler ta poignée, toujours en regardant droit devant toi, là où tu veux aller. Tu vas passer la vitesse 1, tu vas bien pédaler fort tout au long de la montée. Quand tu repasses sur la petite bande de plein haut, tu vas essayer de repasser une vitesse 2 ou 3, donc tu retournes la poignée vers l'avant cette fois-ci. Et quand tu arrives dans ta descente, tu arrêtes complètement de pédaler. Donc là, on oublie les vitesses, on arrête de pédaler, on se laisse descendre et on ralentit tout au long de sa descente avec son frein. Voilà, je te rappelle, il y a 2 freins, un à droite, un à gauche. Le frein de droite, il te sert à arrêter la roue arrière. Le frein de gauche, ici, il te sert à arrêter la roue avant. Donc dans une descente, on ne bloque pas les freins, juste on appuie un petit peu dessus pour ralentir un peu les roues. C'est parti. Vous m'encouragez, hein? Allez, à tout de suite. Ok, très bien. Voilà, on ramène tout vers soi, nickel. Attention à la voiture à droite, très bien, à gauche plutôt. Nickel, et là on y va. On pédale fort, 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 fort. Voilà, on donne de l'inertie au vélo. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On continue, il te reste 10 mètres à faire. Il te reste 5 mètres, nickel. Il coupe un peu, il triche, c'est pas grave. Et là, on arrête de pédaler, on se laisse descendre. On se laisse descendre, on ralentit tout au long de la descente avec les freins. Super. Et on arrête le vélo. Nickel. Franchement, merci, ça s'oublie pas. Hein. Ça faisait quelques mois que je n'avais pas remonté sur un vélo, que je n'étais pas remonté sur un vélo. Ça ne s'oublie pas. Alors, est-ce que je vous impressionne en plateau? Est-ce qu'on aurait fait la même chose? Bravo, ouais, Raphaël. Ah ouais, non, magnifique. Magnifique, Raphaël. Vous aussi, on est vous très avez impressionnés. quelques hein. difficultés à appréhender votre retour sur un vélo, surtout que c'est vraiment le mode de mobilité qui est le plus pertinent en ce moment en Ile-de-France. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire appel à eux. Comment joindre à VDS? Pourquoi? Et puis, est-ce que tout le monde peut y aller? Je vous dis tout d'ici la fin de l'émission. Ok, super Raphaël, merci beaucoup. Et vous, de votre côté, si vous avez un peu le temps ce week-end, en dehors des leçons de vélo, hein, bien sûr, ça peut arriver à tout moment, et que vous avez envie de faire un peu de bénévolat, eh bien, il y a des rafales à aider hein, partout en Ile-de-France, et pas seulement. Allez, tous bénévoles, c'est notre chronique du vendredi. Et aujourd'hui, dans Tous bénévoles, c'est l'association Habitat et Humanisme qui vous sollicite. Alors, cette association agit depuis plus de 30 ans en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté. Concrètement, elle propose des logements adaptés aux différentes formes de précarité. Ça peut être des logements individuels, des pensions de famille, des EHPAD, des maisons intergénérationnelles. Au fil des années, en fait, Habitat et Humanisme a développé un parc de logements à faible loyer, des biens dont elle est propriétaire, mais aussi des biens que des propriétaires solidaires lui ont confiés pour les gérer. Alors en Ile-de-France, Habitat Humanisme a désormais gère plus de 1400 logements. Elle a accompagné et logé 2000 familles c'est justement pour accompagner ces familles qu'elle a besoin de vous. On a une écoute, Isabelle de Beauvoir, elle est vice-présidente d'Habitat Humanisme Ile-de-France. Je cherche des personnes qui aient quelques heures à donner par mois, qui aiment aider leur voisinage, qui aient le sens de l'écoute. Concrètement, il s'agit d'aider des personnes défavorisées à s'installer dans leur logement par des petits bricolages, de les aider dans leurs démarches administratives, d'aider les enfants à faire leurs devoirs, de les accompagner dans des sorties culturelles ou de loisirs pour redonner l'estime de soi. C'est une mission qui s'effectue en équipe et l'association fournit une formation. En 2020, en Ile-de-France, nous allons ouvrir 5 nouvelles maisons. Quel que soit votre talent, nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous. Et donc depuis longtemps, Habitat Humanisme est vraiment un acteur de la mixité sociale. Alors si vous voulez devenir vous aussi un homo bénévolus, c'est comme ça qu'elle aime appeler ses bénévoles. Vous pouvez déposer... Tout de suite, ça classe. Hein. C'est classe, oui. Vous pouvez déposer votre candidature sur leur site internet et puis je vous renvoie également sur la plateforme de tousbénévoles.org pour encore et toujours plus de missions. Merci Julie, Michel Volkovitch. Le bénévolat, c'est important, ne serait-ce que pour l'estime de soi, non ? De donner aux autres comme ça. Ça fait partie des échanges, effectivement. Ah, toujours les échanges dont on parlait tout à l'heure. Voilà. En dehors des histoires d'argent, puisque c'est bénévole. Ça, c'est très bien, ça nous facilite la vie aussi, de ne pas trop y réfléchir. Merci Julie. Allez mes amis, il est le temps de se régaler avec Clotilde.
Clotilde, comme sa complexion ne vous le dit pas, est journaliste gastronomique. Je ne sais pas où vous mettez tout ce que vous goûtez, Clotilde, mais c'est très bien, vous avez de la chance. Clotilde, je vous ai demandé en fait de venir nous faire une sélection des babkas. Alors la babka, c'est quoi? Déjà, babka, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Bon, ça doit être un truc autour de la mer, non? En fait, c'est la contraction de babouchka, qui veut dire grand-mère, en polonais. Ah, voilà, parce que c'est polonais, c'est d'essence polonaise. En tout cas, Europe centrale, exactement, on va dire. Hein. Exactement. Okay. Et donc, c'est une brioche tressée qui vient d'Europe de l'Est, qui a percé dans les coffee shops et délicatessen de New York dans les années 90. D'accord. Donc, il y a un bout de temps. Et qui nous arrive enfin, je dirais. Il y a eu du temps à traverser la Voilà, c'est ça. Bah oui, ça a mis un bout de temps quand même. Hein. Oui, oui. Ou alors on mangeait les babkas et on ne le savait pas, peut-être aussi. Oh, non, pas trop. Ou alors vraiment dans les boulangeries spécialisées. Mais là, actuellement, ça se répand vraiment dans toutes les boulangeries parisiennes. Oui, parce que la babka, c'est vraiment d'essence polonaise, on va dire, bon, toujours Europe centrale, mais il y a le pendant qui est le kranz, qui est la babka ashkénaze, quoi, la babka juive, en fait. Hein. Tout à fait. En fait, c'est un peu un dérivé qui est devenu de plus en plus gourmand effectivement, de cette brioche traditionnelle. Exactement. Parce qu'au départ, c'est juste de la brioche tressée, aromatisée, etc. Et puis alors là, on l'a rendue pâtissière, parce que j'imagine que c'est une pâtisserie maison au départ. C'est les mères de famille qui faisaient ça, et ensuite c'est passé dans les officines. Exactement. Alors vous avez fait un sacré... Je peux venir filmer? Bien sûr. Bien sûr, dit-il. Enfin, dit-elle plutôt d'ailleurs. Alors, Clotilde, dans quel ordre est-ce qu'on découvre vos babkas? Eh bien, par exemple, celle-ci, au hasard, qui est la babka de la boulangerie Mamiche, dans le 9e. Alors ça, il faut en garder pour Raphaël, parce qu'il adore Mamiche. Il traverse tout Paris pour aller chez Mamiche. Ah oui, mais il va falloir qu'il se presse un petit peu, parce qu'à vélo, il va mettre du temps à venir du 14e. Vu la manière dont il conduit. À mon avis, je connais tous ceux qui viennent en plateau après l'émission, ça va dépoter grave. Je vais mettre un mot de côté. Oui, c'est pas grave. Alors, racontez, on peut couper une tranche pour voir l'intérieur? Voilà, vous l'avez coupé d'ailleurs? Comme ça, voilà. Ah oui, attendez. Hop. Ah, je plonge dedans. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Un aspect un peu zébré. Et là, c'est essentiellement du chocolat. Donc, beaucoup de chocolat pour ne pas la sécher. Donc, c'est une brioche qui est assez dense, comme vous pouvez le... Oui, ça fait penser un peu à un marbré, mais sur base de brioche. Entre brioche et marbré, oui. D'accord. Tout à fait. Et enfin, c'est fait au beurre, du coup, parce que, beurre évidemment... et lait, ce qu'il n'y a pas dans la recette traditionnelle. Oui, parce qu'on va dire, sur le côté polonais, on va dire biélorusse aussi, enfin toute cette Europe de l'Est, si on est côté chrétien, on va dire qu'on y met du beurre. Si on est côté cuisine juive, c'est plutôt à l'huile en général. Oui, hein, parce que exactement. voilà, alors regardez, ce qui est marrant, c'est que c'est pas de la pâte à tartiner, c'est du cacao en fait qui est mis dedans. C'est du chocolat. Du chocolat. Oui, tout à fait, c'est du chocolat fondu. Et pourquoi est-ce qu'elles sont toutes... Alors moi j'aime bien la boulangerie bien cuite, donc ça me gêne pas, mais on dirait qu'elles sont toutes vraiment très colorées. Oui, quoi. La cuisson est assez poussée, effectivement. Et puis sur certaines des babkas, on rajoute un sirop de sucre pour imbiber déjà, et puis pour rendre donner un côté un peu brillant. Excusez-moi, Clotilde, il y a Raphaël qui a entendu qu'on parlait de Mamiche. Il me hurle dans l'oreillette, oui Raphaël, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il veut qu'on lui garde un bout, je suis sûr. Hein, mais mon Vincent, il y a 2 adresses dans Paris, vous le savez, hein, évidemment, vous en avez sûrement parlé en plateau, et effectivement, cette babka est juste incroyable. Moi, vous savez, j'habite à Montreuil, donc ça me fait une petite trotte, donc c'est vraiment quand je vais à Paris dans le 9e, je me dis c'est génial, j'y vais. Il y a une autre babka, mais vous allez peut-être en parler, une babkouette, je crois, qui est ces French Bastard, une autre boulangerie de dingue, qui est du côté de Oberkampf. Et voilà, on l'a. Alors celle-là, elle n'est pas à la cacahuète, elle est passée à la cannelle. Celle-là est à la cannelle, voilà. Hein, ce qui est très tradit là aussi en Europe centrale, la cannelle. Hein. Puis ça fait penser un peu à Noël, c'est des arômes d'hiver. Donc celle-là, c'est la babka individuelle du coup. Voilà, c'est moins tradit. Elle n'est pas vendue à la coupe, elle est vendue en individuel. D'accord. Allez, on continue. Celle-là, elle est absolument magnifique, on dirait une rose. Elle est magnifique. Déjà, elle a une forme qui est arrondie par rapport aux autres. Et elle vient de la boulangerie Babka Zana, qui est toute récente et qui est vraiment spécialisée dans les créations levantines. Donc celle-ci, elle est à la pistache et à la fleur d'oranger. Allez. On peut peut-être... voilà. Allez, au boulot, Clotilde. Clotilde Roux, dans un exercice de découpe absolument superbe.
Et on tape dans la babka. C'est dense, hein, c'est dense. C'est dense, c'est ce que je vois. Hein. Parce qu'avec vos petits bras musclés, hein, vous arrivez quand même bien à découper, mais on sent qu'il y a de la résistance. Il y a de la matière, quoi. C'est pas de la brioche vendéenne, quoi, un truc tout soufflé. Hop, allez, une bonne part généreuse. Et nous, on a notre Juliette qui est prête, qui est dans les starting blocks pour emporter un morceau à Michel et Célia. Hein, parce que ils en disent pas plus long que ça, mais ils sont très attentifs à ce qu'on va laisser tomber du camion, comme on dit. Hein. Merci Juliette. Juliette, tu peux prendre les parts de cette babka. Donc babka Zana. Tiens, voilà. Hop, c'est beau dedans. Hein. Là, c'est pistache et fleur d'oranger, oui. Ah. Alors, je ne passerai pas mon tour. J'adore la pistache. Je trouve ça une super idée. Mais alors là, on a une babka tout en longueur, on peut dire. Oui, hein. Exactement. Regardez-moi ça, c'est dingue. Ça, c'est la babka de chez Storer, qui est la plus ancienne pâtisserie parisienne. De Paris, oui. Exactement. Et là, celle-ci... Geoffrey Cagne, le pâtissier, le chef pâtissier. Oui. Ouais. Et celle-ci, elle est aux noisettes de Piémont entières. Pâte à tartiner, donc là c'est pas du chocolat, c'est de la pâte à tartiner, et avec une pointe de fleur de sel. Alors, je rappelle que Storer tient ses recettes de l'époque de Stanislas Lesinski, le roi de Pologne, donc qui a dû ramener les babkas dans ses sacoches, en quelque sorte. Hein. Ah, ça c'est bien. Puis alors, là pour le coup, plus facile à couper. Hein. Vous gênez pas. Vous gênez pas, Clotilde. Non, parce que je lance des appels comme ça, masqués. Ça doit être facile à couper. Tout à fait, je fais du sport. Ah là là, ouais, c'est bien. Ouh là là, c'est bien ça. Ouh, c'est sérieux. Là, il y a du boulot, là. Magnifique. Allez, on part voir Rafale qui va nous donner les derniers conseils Parce que là, maintenant, il s'est improvisé journaliste gastronomique, mais c'est le vélo, son truc, ce matin. Comment vous voulez que je reprenne le duplex, vraiment gentiment, alors que vous êtes en train de manger de la babka? Franchement, c'est pas très sympa. Heureusement, j'ai entendu Julie, ma chérie, tu m'en gardes une part. Oui, promis. T'es vraiment adorable. Bon, en tout cas, il y a quand même un joli objet dans cette association qui s'appelle DAVS, Développement, Animation, Vélo Solidaire. Vous faites un travail super parce que vous allez faire apprendre le vélo dans les quartiers populaires, dans les endroits où justement on ne sait plus faire. Tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Hein. C'est accessible à tout le monde, voilà, sans distinction d'âge. Voilà, on peut apprendre jusqu'à 60 ans. Et s'il y a des gens qui viennent même à la retraite apprendre à faire du vélo. Donc c'est accessible à tout le monde. Bravo, en tout cas, ça peut aller de la gratuité quand on est vraiment en galère à 7 € sur petit revenu, à 12 € la session d'1h30. Donc vraiment, bravo les amis, vous allez directement sur les réseaux sociaux ou sur leur site pour se faire. Je vous souhaite un très bon week-end, on se retrouve lundi. Je viendrai à vélo cette fois. C'est un délire. Merci Rafale. Bon, Julie, super faible, a accepté de garder une part pour Rafale. Moi, j'aurais été plus dur que ça. Hein. Je vous le dis carrément, Julie. J'aurais attendu qu'il ait fini ses exercices à vélo et qu'il nous prouve qu'il est capable. Merci beaucoup, Clotilde. Juste un dernier mot, parce qu'il reste 10 secondes. Exactement. Celle-ci, c'est de la brioche de Mafim, la deuxième adresse du chef Yarif Berebi. Et elle est soit vendue à la coupe ou entière, soit carrément en dessert gourmand, type brioche perdue, avec de la mousse au chocolat et de la crème anglaise. Aïe, aïe, aïe. Fatal. Aïe, aïe, aïe. C'est fini, c'est fini. Ça nous a donné envie pour le week-end. Lundi, on parlera des fringues au travail. Là, ça promet, là, sur comment s'habiller dans votre lieu de travail. Vous n'avez pas goûté la babka? J'ai goûté. Emportez-la pour ce week-end, Michel. Merci d'être venu nous voir. Merci Célia, merci Julie. On se retrouve lundi. Puis là, d'ici là, on va voir avec Rafale. On va dîner.